Bonjour les amis, la vidéo du jour va être une vidéo un peu spéciale. Je ne sais pas encore si je vais la faire en une fois, en deux fois, peut-être en trois fois, je ne sais pas du tout. Pour une fois, et c'est la première fois sur plus de 150 vidéos, j'ai pris quelques notes pour essayer de ne pas être confus. Vous savez que je suis très bavard, hein. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est en plein dans l'actualité. On est le 27 juin, fin juin. La mauvaise saison, la saison cyclonique, la saison des pluies a commencé. Et là, on nous annonce pour lundi et pour mercredi, jeudi, donc deux coups sur coup, on nous annonce deux passages de dépression tropicale qui ont de fortes chances de se développer soit en tempête, soit en petit ouragan. Un petit cyclone, quoi. Le genre de choses qu'on évite quand on vient dans les Caraïbes, bien évidemment. Et donc la vidéo du jour va être consacrée à, quand on a ces informations, quelles sont nos priorités, comment on réagit, quelles sont les décisions qu'on prend, comment on les met en application et quels sont nos objectifs. Le sujet de la vidéo, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, que je voulais partager avec vous et qui, je l'espère, va ouvrir à beaucoup de commentaires, et j'espère beaucoup de commentaires constructifs. Je répondrai volontiers à toutes les questions que vous pourrez me poser pour lesquelles je connaîtrai les réponses. Et si vous avez des choses à nous expliquer, à nous compléter, n'hésitez pas, c'est un sujet qui nous concerne tous. Vaste sujet, me direz-vous, qui nous annonce qu'il va y avoir une tempête ou un ouragan? Comment on sait que c'est vrai? Quand est-ce que ça va arriver? Ça veut dire quoi une tempête? C'est quoi les conditions? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va y avoir du vent? Est-ce qu'on est mis au mouillage, en marina? Et les assurances? Et qu'est-ce qui se passe si le bateau décroche? On a plein de questions. Je vais essayer de répondre à plusieurs d'entre elles dans cette vidéo et à vous partager notre expérience. Certains d'entre vous le savent, nous étions déjà ici il y a quasiment un an, jour pour jour, pour la tempête Brett à Sainte-Anne. Et on était au mouillage, au même endroit, et on est resté au mouillage pendant la tempête. Notre assurance nous imposait de déguerpir si on pouvait, mais on ne pouvait pas, ou de nous mettre en marina. Et en marina, pendant une tempête, si vraiment ça tourne mal, les bateaux ont tendance à s'empiler les uns sur les autres ou à se cogner les uns les autres, et les dégâts sont rapidement considérable, alors qu'au mouillage, paradoxalement, moi je pense qu'on est plus en sécurité. Donc voilà, pour cet anniversaire, qu'est-ce qui se passe? Lundi, là, donc dans 3 jours, on est jeudi. Lundi, on est censé amener Tiama à la marina aux marins pour quelques travaux. Mais en même temps, on vient de découvrir que lundi, nous devrions avoir notre première tempête tropicale qui passe dans les environs et on ne sait pas encore où. La question est, oui, mais cette tempête, est-ce qu'elle va passer sur la Martinique, au nord, au sud? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de vent? Quelle vitesse? Quels sont les risques si on amène le bateau à la marina? Quels sont les risques si on reste au mouillage? Pour la première fois, j'ai pris des notes pour cette vidéo. Je vais essayer d'être un petit peu construit et de vous expliquer un peu le cheminement que j'ai eu depuis qu'on a notre premier bateau et comment on se prépare à ce genre de situation. Parce qu'on peut s'y préparer et je crois même qu'il faut s'y préparer. Alors, se préparer à affronter une tempête ou un cyclone, quelles que soient les décisions et les actions que l'on mène, ça doit avoir un objectif. Et moi, je vous donne les objectifs qui sont les miens, qui sont les nôtres, Béatrice et moi. Le premier objectif, c'est on préserve la sécurité des personnes. C'est-à-dire notre intégrité, on ne va pas se blesser, et notre vie, on ne va pas se noyer, on ne va pas avoir un bateau qui nous écrase, on ne va pas risquer notre vie pour une tempête ou pour un cyclone. Ça, c'est la priorité absolue, sécurité des personnes. En deuxième lieu, mais en deuxième lieu seulement, sécurité du bateau. C'est-à-dire qu'on l'attache dans une mangrove, on le met au mouillage, on met 2 ancres, on prend les précautions que l'on veut pour préserver son bateau. Nous, c'est notre maison, c'est notre fortune, hein, c'est comme beaucoup d'entre nous ici. Donc le deuxième point, c'est sécurité du bateau. On fait en sorte que notre bateau, à la fin de la tempête ou de l'ouragan, il soit toujours là et, si possible, en bon état. Le troisième point, c'est la sécurité du matériel. C'est-à-dire, tant pis si on a un coussin qui s'envole, tant pis si on a une voile qui se déchire, tant pis si on perd un pare-battage, tant pis si on perd l'ancre et que le bateau dérive et qu'on peut le retrouver 2 jours après. La sécurité du matériel est secondaire. On va éviter de faire s'envoler les choses pour pas que ça tombe sur les bateaux des copains.
pour pas que ça pollue la mer. Mais la sécurité du matériel, on peut tout attacher, hein, on peut démonter plein de choses, on peut retirer les voiles, pas mal de gens le font. Mais ça, pour moi, ça ne vient qu'en troisième point. Mais la priorité absolue, je le répète, c'est sécurité des personnes. Une fois qu'on a fixé ces objectifs, pour savoir s'il va y avoir une tempête, il faut prendre des informations. On a pu constater, depuis qu'on est parti en voyage, que dans les Antilles, pas mal de plaisanciers se tiennent bien informés de ces choses-là. C'est normal, il y va de notre sécurité à tous, de nous et de nos bateaux. Et pourtant, certains ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas encore appris, parce que c'est nouveau pour eux, parce que c'est leur première mauvaise saison, parce que c'est pas toujours aussi évident que ça d'apprendre, parce que les outils que nous utilisons tous nécessitent un certain apprentissage, un certain recul, une certaine compréhension, et que si on ne fait pas un travail un peu long et parfois un petit peu difficile d'apprentissage et de compréhension, on peut passer à côté de certains éléments clés, et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors pour prendre des informations sur la météorologie en général, il y a pas mal de façons de le faire en réalité. Il y a beaucoup d'applications sur smartphone, sur tablette maintenant. Moi j'en utilise pas mal et on est nombreux à utiliser à peu près les mêmes. Je vous en fais là une petite liste rapide. Je vous mettrai les liens dans la description, à charge à vous, si vous ne les connaissez pas, d'aller les télécharger, de regarder comment elles marchent. Pour certaines, ça vaut le coup de s'abonner, je vais vous en parler. Bon, les applications grand public, celles que moi j'utilise, il y en a plein, mais celles que j'utilise dans le désordre, il n'y a pas de priorité. J'utilise Windy, la version dont l'icône est rouge. Il y a un Windy dont l'icône est bleue, mais qui est dédié aux surfeurs, aux kitesurfers, c'est tout à fait différent. Windy, c'est une application qui est très riche, qui contient potentiellement beaucoup d'informations. Ça mérite de s'abonner dans la version pro, entre guillemets, c'est quelques dizaines d'euros par an, c'est pas beaucoup pour les services que ça rend. Et elle permet d'anticiper vraiment beaucoup de choses, la pluie, le vent, les rafales, les tempêtes, les poussières de sable, beaucoup de choses. Je ne saurais trop la conseiller. En second lieu, une application que j'aime beaucoup parce qu'elle me sert souvent à beaucoup de choses, c'est PredictWind. PredictWind, elle sert pour tout ce qui est prévision météo. Il y a beaucoup de modèles météo, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est très très riche et elle a deux avantages. C'est qu'elle, avec quelques petites options payantes, elle permet de faire le tracking, le suivi de la trace du bateau. C'est pour ça que vous pouvez nous suivre sur Internet, sur quelques sites Internet. C'est PredictWind qui fait la collecte des données de positionnement de Tiama depuis qu'on est parti de la Grande Motte. Et enfin, PredictWind me sert, quand on fait des déplacements, à calculer le routage météo, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ça tient compte de la météo, des capacités du bateau, pour nous donner la route optimale ce jour-là, en fonction des conditions. Et enfin, la dernière application, celle que j'utilise en fait depuis le plus longtemps, je ne l'utilise pas très souvent, mais elle est très précieuse, c'est une application française, c'est WeatherCAD. Elle permet aussi de faire le routage météo. Elle a un avantage qu'on trouve maintenant un petit peu dans Windy, mais WeatherCAD le fait un peu mieux depuis toujours, c'est que moyennant quelques dizaines d'euros par an, on a accès pour les îles françaises ou la côte française, hein, on a accès au modèle météorologique Arome qui est extrêmement précis. Il donne des choses très précises, très fiables. Son horizon c'est entre 24 et 48 heures, c'est très court. Mais à Rome, quand il vous dit il y aura un vent de 12 nœuds, il y aura à peu près un vent de 12 nœuds et pas de 4 ni de 20. Donc à proximité des îles françaises, c'est vraiment précieux. Voilà mes trois applications. Il y en a d'autres. Je vous conseille celles-là, regardez-les. Ce sont des applications grand public, accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour les utiliser et elles sont très riches d'informations. Parmi les choses que personnellement j'utilise depuis longtemps maintenant, depuis qu'on est dans les Caraïbes, mais même avant, dans les Caraïbes en particulier, il y a quelques chaînes YouTube. Alors les chaînes YouTube de météorologie, il y en a plein. Il y en a, la plupart sont en anglais, celles dont je vais vous parler sont en anglais, à une exception près. Ça vaut le coup, c'est pas de l'anglais compliqué, ça vaut le coup de s'y mettre un petit peu. Elles sont, pour les Antilles, c'est vraiment très précieux. Mes préférées, celles que je consulte en permanence, chacune des vidéos, c'est Mr. Weatherman. C'est un météorologiste américain, je pense, Brian Shield. Ses vidéos sont extrêmement bien faites, très bien documentées, très détaillées, très didactiques, très pédagogiques.
allez les regarder, activez les traductions automatiques dans YouTube maintenant, ça marche très très bien. Vous allez voir que même si ça concerne tout le bassin antillais, depuis la Floride jusqu'à Trinidad, en terminant par le Honduras en cas de besoin, c'est très très complet, c'est très très bien fait. On apprend énormément en écoutant Brian Shield. Une autre chaîne YouTube que j'ai découverte l'année dernière et qui est bien sympa, c'est une jeune femme de mémoire, c'est une jeune jamaïcaine, sans formation particulière, qui a décidé de devenir météorologiste. Et pour cela, elle s'est dit qu'elle allait exposer ce qu'elle apprenait sur une chaîne YouTube. Sa chaîne, c'est Weather Girl Dani, c'est son prénom. C'est très très sympa, c'est très riche, c'est très bien documenté, c'est bien fichu, les informations sont correctes dedans, ça se croise avec Mr. Weatherman sans aucun problème. C'est sympa, mais mettez-lui un petit pouce, ça vaut le coup, elle apprend bien et elle nous apprend plein de choses, c'est vraiment bien fait. Et enfin, en ce qui me concerne, la troisième chaîne YouTube que je regarde régulièrement, et j'ai souscrit un petit abonnement Patreon, c'est pas très très cher et ça soutient la chaîne et on a beaucoup plus d'informations à travers Patreon, pour quelques dollars par mois, c'est rien. C'est Météo Ouragan, Olivier Tisserand encore une fois. Je le répète, il connaît parfaitement les sujets, il sait parfaitement analyser les sources de données techniques scientifiques dont je vais vous parler. Voilà, si vous avez un petit peu de temps à passer, que vous êtes dans les Antilles, que vous projetez d'y aller, ces chaînes YouTube peuvent vous aider à anticiper des beaux séjours, des belles navigations dans des bonnes conditions de vent ou à prendre des précautions si les conditions deviennent un peu chaudes pendant la saison cyclonique. Alors pour finir, et concernant le bassin antillais dans son ensemble, il y a 2-3 sites de météorologie incontournables. Ils sont complexes, ils ne sont pas à la portée du premier venu. Chacune des illustrations, chacune des séries d'informations, chacune des options de menu nécessite d'apprendre ce dont il s'agit et de comprendre ce dont il s'agit. Ce sont les sites qui sont utilisés par Olivier Tisserand, qui sont utilisés par Brian Shield, qui sont utilisés par tout le monde pour anticiper les bonnes conditions météorologiques, ça c'est assez facile, mais pour anticiper les mauvaises conditions, celles auxquelles on va faire face là dans quelques jours. Ces sites, allez les regarder par curiosité. Si vous êtes un petit peu anglophone et que vous avez une petite formation scientifique, prenez le temps de les explorer. C'est vraiment très très précieux. Le premier c'est Weather Nerds. Il est très très riche, je vous mets quelques illustrations ici, je ne vous les détaille pas plus que ça. Allez faire un tour, vous allez voir, c'est vraiment très complet. Le deuxième qui nous sert à tous de référence, c'est Tropical Tidbits, les petites friandises tropicales. Là aussi, c'est très très riche. Franchement, c'est une source d'information très très précieuse. Quand on commence à comprendre le sujet, quand vous regardez une vidéo d'Olivier Tisserand, ses captures d'écran, ses illustrations viennent de ces deux sites. Lui, il vous les commente, il vous les explique, mais vous avez la capacité, et d'une certaine manière, en tant que capitaine, vous avez aussi la responsabilité d'aller vérifier et petit à petit d'essayer de comprendre par vous-même tout ça. Il y a aussi le site du NHC, le National Hurricane Center, le centre de gestion des ouragans aux États-Unis, qui dépend de la NOAA, le Météo France américain. Ce site aussi est très, très riche et toutes ces informations se complètent les unes les autres. Prenez le temps de temps en temps d'aller jeter un œil, même si c'est compliqué, petit à petit, avec le temps, vous allez vous faire votre propre compétence sur le sujet et c'est important. Mais surtout, ça va vous aider à comprendre à quel point c'est complexe et à quel point, bizarrement, le mauvais temps, on ne le sent pas, on ne le ressent pas, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui s'argumente. Bon, ben, pourquoi je vous parle de tout ça, de toutes ces chaînes YouTube, de ces sites internet, des choses plus ou moins compliquées? C'est simple, enfin c'est simple. Quand on fait face à, dans quelques jours, on pourrait avoir une tempête qui nous passe dessus, on a plein de choses à penser, plein de choses à faire, on a du stress, on a de l'émotion qui se met par-dessus, on peut vite perdre ses moyens, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Petit à petit, apprendre un peu la météorologie, comprendre un peu ces systèmes, comprendre
comment marche, qu'est-ce que c'est qu'un modèle météorologique. Ça permet d'objectiver des choses. Alors objectiver les choses, si au final vous avez compris que là où vous êtes mouillé, il va y avoir un vent de 80 nœuds, c'est énorme. Mais ce n'est pas sujet à discussion ou à émotion, c'est factuel, c'est 80 nœuds. 80 nœuds, on en déduit donc qu'il faut faire ceci ou cela pour préserver les personnes, préserver le bateau, préserver le matériel. Vous vous souvenez, les objectifs. On n'a pas besoin d'essayer de deviner, de se dire ouais mais ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Non, ces choses-là sont bien documentées, ces choses-là ne se décident pas de façon empirique en lançant un dé ou à pile ou face. Donc comprendre petit à petit les choses, la météorologie, les modèles météo et les conclusions qu'on peut en tirer, c'est important pour laisser de côté une part de l'aspect émotionnel lié à ces événements, parce qu'on a vraiment besoin de toute sa tête et de toute sa réflexion pour y faire face. Je vous illustre le propos avec un exemple d'actualité. Lundi, donc, on devrait avoir dans la région, sur l'arc antillais, on devrait avoir potentiellement une tempête. Alors, entre forte tempête et ouragan de catégorie 1, pour le moment, on ne sait pas. Mais ça devrait passer et quelque part sur l'arc antillais, les prévisions de trajectoire, ce sont les premières choses qu'on regarde. Les prévisions de trajectoire, à cette heure-ci, envisagent pour certaines une trajectoire qui passe sur Grenade, pour d'autres une trajectoire qui passe carrément presque sur les îles Vierges, sur Saint-Martin, au nord, dans les îles du Nord. Il y a 1500 ou 2000 km d'écart, c'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est dans 3-4 jours, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça va passer lundi, et pour le moment, rien ne permet de savoir où ça va passer. Et donc, les modèles météo, le modèle américain, GFS, ou le modèle européen, ECMWF, celui qu'on utilise habituellement dans nos applications de météo, Windy, PredictWind, WeatherCAD dont je parlais tout à l'heure, généralement, ces modèles nous disent, voilà, le vent va venir de tel secteur, à telle vitesse, et quand on navigue pendant la belle saison, c'est amplement suffisant. Parfois, il y a un petit écart, mais c'est pas grave. Là, à ces modèles, on leur demande des prévisions de mouvements de grosses masses météorologiques, de zones potentiellement qui vont se structurer, qui vont se développer verticalement et qui vont commencer à tourner parce qu'elles sont au niveau tropical et donc qui peuvent commencer à faire une masse cyclonique, une tempête ou un ouragan. Et là, ces modèles calculent par ensemble. Et donc le GFS nous donne un ensemble de trajectoires potentielles et de jour en jour, petit à petit, ils retiennent des trajectoires qui vont être convergentes et dimanche soir, par exemple, ils vont nous dire, voilà, le centre de la formation cyclonique, quelle que soit son intensité, il va passer sur Saint-Vincent ou il va passer au nord de la Martinique et à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres près, ça sera exact. Et à cette heure, nous en sommes là, nous n'avons que des enveloppes de trajectoires possibles qui sont très très vastes. Ça, c'est la première chose. Le problème, c'est que nous tous, autant que nous sommes, parce qu'on est un peu feignant, parce que c'est plus facile, parce qu'on est habitué à les utiliser, on regarde spontanément nos applications météorologiques. On regarde Windy, on regarde PredictWind, il y en a plein d'autres. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur Windy, si on choisit d'afficher le modèle météorologique américain, on voit qu'il nous fait une petite formation cyclonique qui est actuellement au milieu de l'Atlantique et qui va se rapprocher et qui va passer entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie, potentiellement entre Sainte-Lucie et la Martinique, avec des vitesses de vent ici sur Sainte-Anne qui pourraient aller à 50 nœuds. Et puis après, ça va aller se dissiper dans la mer des Caraïbes. Ça pourrait prendre en intensité, remonter sur la Jamaïque, etc., etc. Si on regarde même application, si on regarde le modèle européen, ECMWF, il va nous faire à peu près les mêmes choses, mais pas tout à fait les mêmes vitesses de vent, pas tout à fait la même trajectoire. Et le ECMWF pourrait nous faire passer sa dépression, sa tempête, au sud de Sainte-Lucie, par exemple. On ne sait pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se contente de regarder ces applications-là qui vont toutes nous donner la même chose, on va se dire « Ah, bon sang, le cyclone, il passe sur Sainte-Lucie. » C'est sûr maintenant, et on va se préparer. Alors que non, ça, c'est ce qu'on appelle un modèle déterministe, c'est-à-dire qu'on prend la moyenne des trajectoires potentiellement calculées par les modèles météo dans leur ensemble, et on prend cette moyenne et on n'utilise que celle-là pour
modéliser la trajectoire moyenne. Mais la trajectoire moyenne, elle peut être à plusieurs centaines de kilomètres de la trajectoire réelle. On est à 4 jours près, c'est encore trop tôt pour le dire. Moralité, si nous tous, comme nous sommes, on se contente de regarder une chaîne YouTube en vitesse sans trop prêter attention parce que c'est de l'anglais, ou qu'on regarde nos applications météo, on va prendre des décisions qui correspondent à une situation qui n'existe pas encore et qui est totalement hypothétique, alors qu'il faut vraiment préciser un petit peu plus le sujet. C'est pour ça qu'il faut regarder un peu plus pour prendre ces décisions. Donc ça y est, vous avez collecté vos informations, vous avez regardé du YouTube, du Facebook, du site internet, du bouquin, bref, vous avez pris la mesure vous-même de ce à quoi vous allez vous exposer. Il s'agit maintenant de décider quoi faire. Je nous conseille à tous de préparer tout ça, mais de le préparer à plusieurs. Si vous êtes en couple sur le bateau, discutez-en tous les deux et apprenez tous les deux, même s'il y en a un qui connaît un petit peu mieux, échangez sur le sujet. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez compris que on va prendre cher, on va prendre une tempête, on va prendre un ouragan, on va prendre seulement beaucoup de vent, peu importe, ça va passer à 50 km, ça va nous passer dessus, ça va passer loin, peu importe. Une fois que vous avez établi tout ça, alors je vous suggère de faire la liste, alors écrite ou pas, peu importe, chacun le gère comme il en a l'habitude, mais de faire la liste de vos options. Je vous prends un exemple concret. L'année dernière, ici à Sainte-Anne, j'étais au mouillage, Béatrice était en métropole et on nous a annoncé quelques jours avant la possibilité d'une tempête tropicale, la première de la saison, c'était Brett. Et il se trouve que Brett devait passer ici en Martinique le lendemain du retour de Béatrice en Martinique. J'ai donc dû décider tout seul, j'ai préparé tout seul, j'ai fait mes points météo tout seul comme un grand pendant plusieurs jours. Et j'ai pris la décision, parce qu'on ne pouvait pas le faire à deux, Béatrice suivait ça de loin mais elle ne pouvait rien faire. J'ai préparé Tiama, je vous en parlerai après, et la décision ça a été on reste à Sainte-Anne. Donc j'ai tout préparé pour qu'on reste à Sainte-Anne en sécurité. Béatrice est rentrée, on a pris la tempête le lendemain et ça s'est bien passé, c'était impressionnant. Je vous mets le lien sur la vidéo, ça s'est bien passé. Voilà, c'était l'option qu'on a retenue. Quand je vous dis faites la liste de vos options, c'est est-ce qu'on reste? On est au mouillage, est-ce qu'on reste ici au mouillage? Ou est-ce qu'on se déplace pour un mouillage moins profond, plus abrité, dans une autre crique, dans une autre baie? Est-ce qu'on va en marina s'il y a de la place en marina? Est-ce qu'on va dans un 3 cyclones s'il reste de la place? Si oui, comment on s'y attache? Est-ce qu'on change d'île? Est-ce qu'on monte au nord? Est-ce qu'on descend au sud? Est-ce qu'on va en mer? Est-ce qu'on reste en mer le temps que ça passe et on se met à l'abri? Est-ce qu'on se met en fuite? Et tant pis si on navigue pendant 3 jours, mais on se barre. Listez toutes les options, faites le pour et le contre et choisissez dans quel ordre vous préférez agir. C'est important. Faites-le tranquillement, on a plusieurs jours pour se décider. C'est important de le faire comme ça. Moi, je pense que c'est important de le faire comme ça. Cas pratique, lundi, on va prendre une tempête. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera entre grosse tempête ou ouragan de catégorie 1. La différence entre les deux, en fait, c'est pas tant le vent va souffler fort, évidemment, c'est la pluie, mais comme on n'est pas à terre, on craint pas les inondations, les glissements de terrain, les choses comme ça. Et la pluie, on s'en fiche un peu sur un bateau. Et le vent fort, ça sera du vent très fort. On était censé aller à la marina au marin lundi. Il est sûr que si on a 25, 35, 45, 50 nœuds de vent, on va pas se déplacer. Les options qui sont les nôtres et on se décidera dimanche, selon l'heure à laquelle il est prévu que cette tempête passe dans la région, dans le coin. Les options qui sont les nôtres, c'est on se prépare à rester au mouillage et à étaler. On sait qu'on peut étaler 45, 50, 55 nœuds de vent ici à Sainte-Anne sans grand risque. On va regarder si on reste ici. Sinon, nos options, techniquement, ça serait de monter au nord très probablement parce que la trajectoire a l'air d'être plutôt sud. Mais le problème, c'est que monter s'abriter au nord, en Guadeloupe ou Antigua, on pourrait, ça va être moins de 24 heures, c'est pas très loin tout ça. Mais c'est qu'on n'est plus assuré au nord de la Martinique, puisque notre assureur a trouvé pertinent de considérer que la saison cyclonique, tant qu'on était au sud de la Martinique, Martinique comprise, on risquait rien. Et c'est idiot, là, c'est là où la première tempête ou le premier ouragan va passer. Et on ne peut pas donc, pour des raisons d'assurance, en principe, on n'est pas censé aller au nord.
Alors, si vraiment ça s'annonce très mauvais, on peut très bien malgré tout décider d'aller se mettre au nord de la Guadeloupe, un peu plus à l'abri qu'on ne le serait ici. Et tant pis pour l'assurance. Si on a des dégâts, ben, on payera de notre poche. Faut être capable de l'intégrer. Une autre option qu'on a encore et qu'on aurait encore dimanche matin, mais lundi après c'est trop tard, c'est prendre la mer, descendre au sud de Trinidad, en considérant que la tempête va passer au nord dans les Grenadines ou sur la Martinique. Et puis dès qu'elle a franchi l'arc antillais, bah, on ne s'arrête pas, hein, on remonte, se remettre en Martinique. Le problème, c'est qu'il y en a une autre qui passe 3 jours après, à peu près sur la même trajectoire. Donc passer une semaine en mer, c'est pas très rigolo. À 7 heures, nous avons choisi de rester au mouillage, ici à Sainte-Anne. Et donc on va se préparer. Si la marina nous dit vous pouvez venir samedi vous mettre à l'abri, on n'aura pas trop de vent, on ira peut-être s'installer à la marina en sécurité, puisqu'on a quelques travaux à faire. Si on ne peut pas, on renoncera aux travaux, tant pis, et on se mettra en sécurité et on décidera dimanche quelle est notre option. Je vous suggère pareil de faire la liste de vos options et de vous décider le plus tard possible, mais pas trop tard bien évidemment. Bon, j'en profite pour vous rappeler que rester au mouillage alors qu'il y a une tempête qui se prépare, ça implique d'être sur un fond solide, d'avoir une très bonne ancre, d'avoir la bonne longueur de chaîne, d'avoir une bonne patte d'oie qui sert vraiment d'amortisseur pour étaler la houle éventuelle ou les rafales, parce que c'est assez violent hein, quand même. Idéalement, c'est bien d'avoir de l'espace derrière soi, parce que si le bateau décroche, il ne faut pas se retrouver échoué sur les récifs ou sur les falaises. C'est bien de ne pas avoir trop de monde derrière, parce que si on décroche un peu, de ne pas aller s'encastrer sur un voisin, c'est bien. Idéalement, c'est bien de ne pas avoir de voisin devant, et là, nous, on s'est déplacé tout à l'heure, on a quand même pas mal de monde devant nous, mais il se trouve qu'en principe, le vent, il va venir de là, pendant la tempête. Il va venir de là, quelque part par là. Donc, on devrait être un peu à l'abri, mais ça se prépare. On attache tout ce qu'on peut, on attache les voiles, on fait plusieurs tours dans les écoutes de génois. Au besoin, on attache les panneaux solaires. Ceux qui ont un taux amovible, ils le détachent, on le plie, on remonte l'annexe, on la sécurise, on ferme tout et puis on se met en sécurité, c'est évident. Dernière chose, je le redirai peut-être en conclusion, une tempête, on peut rester à bord. Ça a du sens parce que ça n'est que beaucoup de vent. Mais nos bateaux peuvent y faire face si on a un bon mouillage et qu'on a bien préparé tout ça. C'est impressionnant, ça peut faire peur, mais on peut y faire face. Un ouragan, catégorie 2, catégorie 3, du 100, 150, 200 km/h de vent, il n'y a pas à tortiller. On en a beaucoup parlé avec des amis l'autre jour. On prépare le bateau si on décide de le mettre au mouillage, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais voilà, c'est comme ça. On met au besoin 2 chaînes, 2 ancres, on attache tout ce qu'on peut, on sécurise tout ce qu'on peut, on ferme, on prend l'annexe, on va à terre, on prend une chambre d'hôtel, on va chez des amis, on dort, on se met sous des cocotiers sur la plage, mais on ne reste pas sur le bateau. Et l'explication, elle est très curieuse, elle est contre-intuitive. C'est si le cyclone est vraiment terrible et que le bateau décroche et vient disparaître, s'éclater sur une falaise ou un récif et couler, on ne sera pas dessus et on ne va donc pas se noyer. Et si dans les mêmes conditions on était à bord, on n'aurait rien pu faire. Parce que c'est trop violent, il y a trop de vent, c'est même avec les moteurs, on ne récupère pas. Donc pour un cyclone, on ne reste pas à bord du bateau, on le sécurise, mais je vous le redis, vous vous souvenez, la priorité c'est sécurité des personnes. La sécurité des personnes en cas de cyclone majeur, c'est à terre, et à terre idéalement pas dans les villages de casse pour pas prendre des tôles ondulées et se faire décapiter. On se souvient des images d'Irma, c'est destructeur. Les bateaux au mouillage, ils sont endommagés. Si on est dessus, on est mort noyé. La bonne option dans ces cas-là, c'est la fuite. Mais la fuite, on n'a pas toujours envie de fuir. Donc, prêtez-y attention, réfléchissez-y par vous-même. Tempête, on peut rester à bord, on peut y faire face. Ouragan, c'est pas un bon choix. Je complète le propos sur la différence entre tempête et ouragan. Tempête, je vous ai dit, c'est ce qu'on a fait nous l'année dernière. On est resté à bord pendant Brett. Ça a soufflé la journée, ça a soufflé une partie de la nuit. On a organisé des quarts, des veilles pendant la nuit. C'est pas très difficile, même si c'est impressionnant. Et les veilles, c'est pour s'assurer qu'on n'a pas un bateau qui décroche devant nous,
Parce que si un bateau qui décroche devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met les moteurs, on essaie de se décaler un petit peu? Est-ce qu'on sort un pare-battage, mais il y aura trop de vent, on ne pourra pas? Comment réagir vite? Et puis ça sécurise d'avoir un œil, même si on ne peut pas faire grand-chose. Un ouragan, je vous l'ai dit, on va à terre, donc tant pis, on laisse tomber. Mais pour une tempête, organiser une veille, 2 jours comme 2 nuits, ça permet de se rassurer. Et se rassurer, c'est important puisque ça participe à notre sécurité et c'est notre objectif numéro 1. Bien, ça y est, la tempête est passée. On a beaucoup transpiré. On a eu peur, on n'a pas dormi, c'était impressionnant. On est toujours là, il y a 2-3 trucs peut-être qui ont cassé ou qui ont disparu, mais rien de bien méchant. On est en bonne santé, on n'est pas blessé, l'objectif est rempli. Le conseil que je nous donne à tous, c'est de prendre le temps, une fois les énergies et les émotions retombées, de prendre le temps de faire un débriefing de tout ça. En reprenant depuis l'analyse, est-ce qu'on avait bien compris ce qui allait se passer? Est-ce qu'on avait bien anticipé la chronologie de la montée en charge, de l'état de la mer, de l'état du vent, du voisinage, de l'endroit où on était? Est-ce qu'on avait fait un bon choix sur le mouillage? Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer dans les mêmes conditions maintenant qu'on l'a vécu? Qu'est-ce qu'on changerait? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on ne referait pas? Qu'est-ce qui était inutile? Qu'est-ce que nous avons oublié et qu'il aurait fallu faire pour améliorer notre sécurité à nous ou celle du bateau ou de nos objets ou de nos équipements? Voilà, faire un débriefing, prendre le temps tranquillement autour d'un thé, d'un punch, peu importe, d'un verre, avec les amis qui étaient dans le coin, mais débriefer, ça a l'avantage au niveau de la connaissance, de la maîtrise, de l'apprentissage, on va confronter nos idées et on va s'aguerrir un petit peu, on va apprendre et on va s'améliorer, et la prochaine fois on sera plus en sécurité. Ça va nous permettre d'échanger avec les copains si on fait ça ensemble en petits groupes pour savoir qui a fait quoi. Ah oui, c'était une bonne idée. Ah, tu as fait ça. Ah, la prochaine fois je ferai comme toi. Non, tu n'aurais pas dû pour telle et telle raison. Et on va tous apprendre les uns des autres. Et c'est le but. L'idée, c'est que la prochaine fois, on puisse se mettre un peu plus en sécurité. C'est toujours un petit peu compliqué de se préparer à ces tempêtes. Vous le voyez, nous on est à Sainte-Anne, on est toujours à peu près dans le même coin de la baie à chaque fois qu'on vient, hein, à côté des petites maisons qui sont là-bas. L'année dernière, pendant Brett, il y en a une qui s'est décrochée, qui a télescopé un voilier qui a coulé quelque part là-bas. Donc tout à l'heure on était un petit peu plus loin, on s'est déplacé pour avoir pas de petite maison devant nous puisque le vent va tourner et nous on va tourner aussi. On a mis un orin, on est à 90 mètres de l'ancre, on a rallongé. On est sur 6 mètres 50 de fond, c'est du sable et un vieil herbier, il y a une tortue qui vit par là. Donc là on va bien tenir, on n'a pas grand monde devant. La plupart des bateaux sont devant Sainte-Anne, il n'y a rien là-bas parce que c'est des rochers. Et après là-bas ça fait loin, les bateaux n'aiment pas. On commence à voir du monde qui vient se remettre à l'abri. Il y a quelques bateaux qui étaient dans les mouillages de loisirs et qui redescendent, venir sur Sainte-Anne ou se mettre au marin. On s'attend demain ou après-demain, donc vendredi ou samedi, voire dimanche, à voir pas mal de bateaux qui remontent du sud parce que c'est là où ils vont prendre. Si on décide de rester ici, on va faire comme l'année dernière, on va attacher le taux de la grand voile, on va la bobiner pour bloquer tout ça. Au besoin, on attachera notre drapeau pour pas qu'il s'arrache. On mettra un ou 2 tours dans l'écoute du Solent pour pas qu'il y ait de prise au vent. On sera face au vent, mais dans le doute, on le sécurisera, on rentrera nos petits coussins, tout ce qui est à l'extérieur sera attaché et nous, on sera bien à l'abri à l'intérieur. L'aspect inhabituel de cette tempête qui devrait passer dans le coin sur la Martinique ou sur Sainte-Lucie ou enfin dans les environs quoi, qui devrait passer lundi, c'est que lundi, je vous l'ai dit, on est censé amener Ti-ama aux marins à la marina pour quelques travaux. Et pourquoi on fait ça début juillet? Parce que lundi, on est censé être en vacances avec notre belle famille, les parents de Béatrice, pendant une quinzaine de jours ici au village de vacances à Sainte-Anne.
Euh, et il est possible que lundi, l'avion qui les amène ici soit détourné, dérouté sur la Guadeloupe. S'il y a vraiment une tempête qui passe sur la Martinique, le long courrier arrivera en Guadeloupe et ils arriveront le lendemain. Peut-être que nous, on sera sur Tiama pour faire la sécurité de Tiama pendant la tempête. Bref, peut-être que notre premier ou notre deuxième jour de vacances, ils vont se passer en situation de crise. Et c'est ça la vie en mer. On peut prévoir des vacances, mais on ne sait jamais comment ça se termine.